Dites-vous bien que vous n'êtes pas le seul à vivre pareille situation. Une de nos équipes a suivi des ambulanciers et des pompiers sur la route et a constaté que les automobilistes ne sont pas toujours coopératifs. Des situations comme celle-là, les ambulanciers en vivent des milliers chaque année. Quand ce n'est pas un véhicule qui freine, c'est un cycliste qui circule du mauvais côté ou un piéton qui sort de nulle part. Pourtant, le code de la route est clair. Le conducteur d'un véhicule routier ou d'une bicyclette doit faciliter le passage d'un véhicule d'urgence dont les signaux lumineux ou sonores sont en marche, en réduisant la vitesse, en serrant à droite le plus possible et, si nécessaire, en immobilisant son véhicule. Contrevenir à cet article peut, en théorie, vous valoir une amende variant de 60 à 100 $. En théorie, parce qu'en pratique, les policiers ne donnent jamais de contravention. Un automobiliste qui n'est pas prudent, qui ne respecte pas le véhicule d'urgence peut effectivement nous causer des accidents et ça se produit. Souvent, assez fréquemment. 40% des 500 accidents impliquant des ambulanciers d'urgence santé en 95 ont eu lieu en situation d'urgence. Lui a passé carré sa rouge. Celui qui passe sur la rouge, là, il est en infraction. Oui. Même s'il vous laisse la place. Même s'il nous laisse la place. Les policiers ont toléré ça. Pareille manœuvre doit se faire avec beaucoup de prudence. Mais il y a pire, ceux qui ne veulent pas collaborer. Les gens vont nous couper, ils ne laisseront pas le chemin, ils font ça de façon bien voulue, bien déterminée. Certains autres vont faire certains gestes plus ou moins appropriés. Comme on vient de le constater, conduire une ambulance en zone urbaine est loin d'être une sinécure. Alors imaginez un peu ce que ça peut représenter conduire un véhicule comme celui-ci qui pèse 50 tonnes et qui mesure plus de 15 mètres. On arrête aux intersections les feux rouges, mais traverser un feu rouge, ça demande quand même beaucoup d'adresse, puis ça demande quand même beaucoup d'attention. Donc, les conducteurs, dernièrement, ils ont fait des sondages, des tests, puis ils ont dit que les conducteurs subissaient beaucoup de stress, oui. Stressé, dites-vous, regardez bien cette scène survenue en pleine heure de pointe à Montréal. Le chauffeur a eu beau faire hurler sa sirène, les camionneurs ne se sont pas arrêtés. Non seulement les pompiers et les ambulanciers doivent composer avec des conditions... partager sa ligne téléphonique avec d'autres abonnés. Le précédent propriétaire avait pourtant une ligne privée. Je ne peux plus envoyer mes articles avec mon fax modem. Je ne peux plus recevoir ou envoyer des documents par fax. Je ne peux pas avoir de répondeur parce que s'il y avait un répondeur puis que mon répondeur captait la conversation téléphonique d'un autre abonné, ce serait une atteinte à la vie privée. Ironiquement, le lendemain de son arrivée, Marie Villeneuve recevait cette publicité sur les nouveaux services téléphoniques pour travailleurs à domicile. Ce vieil appareil est tout ce qu'elle a eu de nouveau. Pour prendre les messages de son répondeur installé à Pointe-du-Lac, elle doit le remplacer par son propre téléphone, ce qui lui est interdit. C'est illégal. Oui, c'est illégal. On nous dit qu'avec un peu de chance, le CRTC va donner un OK en décembre 97 dans 13 mois, mais un OK sur quoi, ça, on ne me l'a pas dit. C'est qu'il faut voir que lorsque l'on amène une ligne privée à un endroit, il y a des coûts qui sont reliés à ça. Nous, ce que l'on recherche finalement, c'est d'en arriver avec une technologie qui puisse permettre aux clients d'obtenir une ligne individuelle, mais à des coûts qui soient abordables pour eux. Ce cas n'est évidemment pas unique. Plusieurs communautés, surtout en campagne, ont un service téléphonique déficient. C'est d'ailleurs ce qui a incité tout dernièrement les maires de la MRC de Maskinongé à lancer un ultimatum à Bell afin que leurs populations respectives puissent enfin se brancher sur les nouvelles technologies. Pierre Saint-Yves, TVA, Trois-Rivières. Les locataires de HLM de la région c'est une expérience tout à fait nouvelle de corriger une copie sur écran. Alors, il a fallu inventer, on est parti de Word 6, Word 7. On s'est servi du programme de dessin, on a fait des petites macros pour faire, disons, de l'écriture en rouge, on a fait des petits carrés, etc. Le collège virtuel, c'est deux choses, dans le fond. La première chose, c'est de permettre à nos étudiants de relier leur ordinateur à domicile avec les ordinateurs du collège, avec le réseau pédagogique. Et c'est aussi un site sur le W3 qui permet d'avoir, pour les étudiants, d'avoir accès à des contenus de cours, à des outils d'apprentissage, puis aux ressources de la bibliothèque. Étant donné que le web, c'est finalement le savoir mondial qui est là au bout des doigts,
Ça permet de faire des liens avec l'extérieur sur vraiment ce qui est actuel pour les étudiants. Le collège virtuel n'attire cependant pas tous les professeurs. Certains disent que ce n'est pas pour eux, alors que d'autres y trouvent là un instrument pédagogique extraordinaire. Et là, l'étudiant n'a qu'à cliquer sur cette icône-là. Ça tombe dans son courrier électronique, à mon adresse. Alors, si je suis branché à ce moment-là, au même moment où l'étudiant est chez lui, que moi, je suis branché le soir en train de préparer les notes du lendemain, parce que je le fais à la maison chez moi, je reçois son courrier et je peux lui répondre. Et c'est arrivé cette année que je recevais des notes pendant que je travaillais le soir, que je répondais instantanément ou presque à l'étudiant. Je regardais l'heure d'envoi, l'heure de retour, et c'était pour passer 2 minutes entre les deux. L'étudiant est à la maison. La mise au point de ce premier collège virtuel n'a pas été sans heurts, sans problème technique. C'est ça, des ennuis, il y en a toujours un. À un certain moment donné, j'ai fait un examen, puis je l'ai envoyé, puis c'est complètement perdu. Donc j'ai été obligé de le refaire. Je sais pas pourquoi, je l'ai envoyé, puis ça me disait que ça n'avait pas été corrigé, ça n'avait pas été remis. Puis pourtant, je venais de le finir, je viens de passer 2 heures dessus. C'est pour cela que la semaine dernière, les 70 élèves en philo 103 se sont réunis pour faire le point de cette expérience. Comme l'analyse littéraire, là, je ne me verrais pas en train d'apprendre ça dans mon ordinateur. Là. Je pense que philo, c'est peut-être le cours qui est le mieux adapté pour être fait sur Internet, là, parce que c'est l'apprentissage personnel. Ou le prof n'est pas tellement important. Au départ, une présentation d'un cours comme ça, il faudrait dire à l'élève, on te donne beaucoup de cordes, tu peux te pendre avec, alors il faut que tu fasses attention. Et que ça suppose que tu as suffisamment d'autonomie, au sens de la responsabilité assez poussée, pour pouvoir suivre ce cours-là. Si on a une semaine plus chargée, admettons en physique, en maths ou en biologie, bon, ben, ça nous permet, on peut prendre un peu de retard en philo, si on veut, pour comme laisser passer la semaine, puis les autres semaines qu'on est moins chargé, ben, on peut, mettons, reprendre ce retard-là en philosophie. Tu es toujours porté à faire ça la veille? Non. Ben, pour l'étude, oui, mais non, pour les travaux en tant que tel, je suis assez régulier. Sauf que là, j'avoue que peut-être le fait que tu sois obligé d'y aller à ton rythme, peut-être que mon rythme est trop lent. C'est bien beau, l'école sur Internet, mais jusqu'où on va avec tout ça? Est-ce qu'on pourrait, par exemple, faire un cours universitaire sur Internet? Puis une autre bonne question, est-ce que les emplois de profs sont menacés par ces classes virtuelles? C'est une crainte qu'on peut avoir. Est-ce que, si on allait massivement de ce côté-là, est-ce qu'on pourrait finalement sabrer sérieusement dans le personnel enseignant? Mais je ne croirais pas. Je ne croirais pas qu'il y a des... Parce qu'il y a aussi un travail d'un certain encadrement, une certaine présence aussi qui est à faire. Il y a aussi de la correction. Donc, je ne pense pas qu'un seul professeur puisse assumer tout le travail d'un cégep. Le collège virtuel devient également une alternative valable à la pénurie de locaux que l'on rencontre dans certains cégeps. Situation qui limite, par exemple, le nombre d'inscriptions. On va peut-être choisir davantage nos activités ou nos locaux en fonction des activités. Jusqu'ici, c'était évident, on faisait nos horaires, un local, un cours et des choses comme ça. Peut-être que ce ne sera plus nécessaire d'avoir des rencontres, 15 rencontres par session pour donner un cours. Il y a des activités que l'étudiant peut faire en auto-apprentissage, de chez lui ou d'ailleurs. Et il n'a peut-être pas besoin de se rencontrer. C'est à ce moment-là aussi que ça va donner plus de valeur aux rencontres d'un groupe. Si on se rencontre 5 fois dans une session parce qu'on a préparé cette rencontre-là, parce qu'on a fait des travaux pour justement se rencontrer, j'imagine que la rencontre qui va avoir lieu en classe, ce ne sera pas uniquement le professeur qui va parler, ça va être vraiment une communication, des questions, une discussion, des échanges, et ça va être peut-être plus rentable que 15 rencontres toujours identiques de 3 heures. Continuez de nous faire parvenir vos suggestions de reportages. Notre numéro